Très chers tous, je suis très heureux encore une fois de venir m'adresser à vous. Il est important pour moi de communier et de communiquer avec vous, car les enjeux qui se déroulent dans notre monde sont très importants. J'aimerais tout simplement dire, pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi j'insiste tant sur l'élection américaine. Il est important pour nous de pouvoir observer ce qui se passe dans les autres horizons afin de pouvoir s'inspirer. Bien entendu, je ne veux pas retirer ou souligner ce qu'il y a de mauvais ou ce qu'il y a eu de mauvais dans l'élection américaine, mais nous devons tirer des leçons sur ce qui a été bien fait, sur ce qui a été bien fait et ce qui est bien. D'abord, la première chose que j'aimerais pouvoir souligner, c'est de voir que les résultats de l'élection américaine étaient transparents. Transparents dans le sens où, minute par minute, seconde après seconde, ou heure après heure, nous avons la possibilité en temps réel de voir qui gagnait dans tel ou tel État. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que nous devons pouvoir imiter, quelque chose que nous pouvons pouvoir comprendre et essayer de pouvoir implémenter dans notre propre nation ou dans nos nations respectives. Maintenant, je ne suis pas venu ici pour parler de qui a gagné ou qui n'a pas gagné. Mais je suis ici en train de dire que dans une élection, il est important que nous enlevons notre passion de ce qui est en train de se passer. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui aiment Donald Trump avec une passion, comme il y a des hommes et des femmes qui aiment Joe Biden avec une passion probablement. Mais ce qui est important ici, c'est la volonté d'un peuple. Nous devons réaliser que plus de 145 millions d'Américains ont voté. Et ça, c'est quelque chose de spectaculaire. Les gens disent qu'il n'y a jamais eu autant d'engouement pour une élection. La dernière fois qu'il y a eu ce genre d'engouement, c'était en 1960 avec un jeune président américain appelé John F. Kennedy contre Nixon. Mais écoutez, il est important pour nous de savoir que cette élection s'est bien déroulée. Et s'est bien déroulée dans quel sens? Aujourd'hui, le département de Homeland Security a déclaré que l'élection américaine n'a jamais été sécurisée comme celle-ci. Ils ont déterminé et ils ont décrété que cette élection s'est très bien passée. Maintenant, le Homeland Security, c'est l'Homeland Security de Donald Trump. Ce n'est pas les démocrates, mais ce sont bel et bien des républicains qui affirment cela. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui ont émis qu'il y avait des fraudes et qu'il y avait des fraudes massives, comme quoi il y aurait des morts qui auraient voté. Ce que j'aime dans ce pays, cette grande nation qu'on appelle les États-Unis, c'est que les médias ont fait des enquêtes. Et en effet, ils se sont rendus compte que les morts n'ont pas voté. Mais il s'avère qu'il y a des hommes, par exemple, qui s'appelleraient Bibang, par exemple. C'est un exemple que je donne. Hein. Je dis pas que c'est le nom de la personne qu'ils ont cherché, mais je donne un exemple parce que je suis gabonais et je veux que vous, les Gabonais, vous identifiez à ce que je suis en train de dire. Que, par exemple, Bibang Senior est mort, disons, en 1986. Mais Bibang Senior a un fils qu'on appelle Bibang Junior. Oui, donc quand on fait les enquêtes, Bibang est mort, oui, mais c'est Bibang Senior qui est mort. Et la personne qui a voté, c'est pas Bibang Senior, mais c'était Bibang Junior. Il y a plein d'exemples comme ça. Un autre exemple aussi, on dit qu'on a déplacé les votes, déplacé plutôt les votants, c'est-à-dire qu'on a amené des gens qui n'étaient pas supposés voter. Dans certains États, on les a déplacés. Mais ce n'est pas possible, on se rend bien du compte que les personnes qui ont voté dans les États qui n'étaient pas les leurs, ce sont les militaires. Les militaires se déplacent dans la nation, dans tous les États-Unis. Et ils ont le droit, bien entendu, de voter par procuration ou de voter dans l'État où ils sont, quand bien même ils ne sont pas résidents de cet État-là. Donc, je suis là pour tout simplement pour vous faire comprendre que oui, il y a des gens qui ont émis qu'il y aurait des fraudes, mais on a vérifié et il n'y a pas de fraude. Il est aussi important de savoir que la majorité des recours que Donald Trump a lancés donc aux différentes cours aux États-Unis, plus de la moitié, ou je dirais 80% de ces recours ont été rejetés. Rejetés pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de fondement. Il est important de dire qu'il y a fraude, mais quand on dit qu'il y a fraude, il faut aussi être capable de montrer et de démontrer qu'il y a une fraude. Ce que Donald Trump et ses avocats ont du mal à démontrer. Par conséquent, les tribunaux sont en train de rejeter ces recours ou bien sont en train de rejeter. Donc,
j'aimerais pouvoir aussi dire que de plus en plus, Donald Trump aussi, lui-même, certains plaintes qu'il a émises ou que ses avocats ont émis, eux-mêmes, ils le retirent parce que ça n'a pas de sens. Je prends les cas de l'Arizona, par exemple, qui est un État républicain. Aujourd'hui, Biden a gagné. Et je crois que hier ou ce matin, on a déterminé que Biden a gagné. Il a gagné, bon, quelque chose comme plus de 10 000 ou 11 000 voix. Ce qui est intéressant avec cette élection-là, et beaucoup de gens aiment dire que oui, mais rappelons-nous de ce qui s'est passé en 2020 avec George Bush et Al Gore, je vous dirais que c'est pas la même chose. Avec George Bush et Al Gore, il faut souligner que Al Gore avait concédé cette nuit-là, la nuit de l'élection, à George Bush. Il avait appelé pour le féliciter pour retracter ses félicitations 1 heure plus tard. Pourquoi? Parce que il s'avérait que c'était très 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 serré et on ne parlait pas de 10 000 voix ou de 20 000 voix ou de 30 000 voix ou de 40 000 voix comme aujourd'hui, mais on parlait de 1000 voix. Et donc ils ont décidé de recompter les voix. Et en recomptant les voix, on s'est bien rendu compte que c'était toujours George Bush qui gagnait, mais on a diminué de 1000 voix, par exemple, à 500 voix. Et la Cour suprême est intervenue parce qu'il voulait recompter tous les votes de la Floride à la main. Et donc, la Cour suprême a décidé que ça ne valait pas la peine que George Bush avait gagné, et bien entendu, parce que Al Gore est un gentleman, c'est un homme digne, il a accepté avec beaucoup de douleur comment dire ça, ce que la Cour suprême avait décidé. Et c'est comme ça que George W. Bush est devenu président des États-Unis en 2000. Mais je veux quand même vous rappeler que Al Gore l'avait félicité d'abord. Okay? Ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans plusieurs États, d'après le président Donald Trump. Et dans ces États-là, on se rend bien compte que l'avance que Biden a vis-à-vis de Donald Trump, c'est grand. On ne parle pas de 1000 votes, on ne parle pas de 1000 voix, on ne parle pas de 2000 voix, mais on parle de 10 000 voix, on parle de 20 000 voix, on parle de 40 000 voix. Et, comme je disais bien, comme dans l'État d'Arizona, qui est un État républicain, un État où les républicains ont toujours gagné, c'est l'État de John McCain, et nous savons tous très bien comment Donald Trump s'est moqué de John McCain en disant que ce n'était pas un héros parce que il a été capturé pendant la guerre du Vietnam et que lui, il aimait les héros qui ne sont pas capturés. Voilà, et donc McCain n'avait pas d'amour profond pour Donald Trump. Et je pense que le peuple de l'Arizona a tenu cela en compte. Et je pense qu'ils ont puni Donald Trump en votant, comme il s'appelle, Joe Biden. Ce qui fait qu'aujourd'hui où je vous parle, l'Arizona maintenant est du côté de Joe Biden. Maintenant, en ce qui concerne l'État de Pennsylvanie. En État de Pennsylvanie, il est important pour nous de savoir que le gouverneur de cet État, c'est un républicain. Oui, c'est un républicain. Ce qui veut donc dire que vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de nous dire qu'il y a eu une fraude massive dans un État républicain et les républicains n'ont rien dit. Moi, je trouve ça très aberrant. Aux États-Unis, vous avez exactement 2 grands partis. Vous avez le parti républicain et le parti démocrate. Ces 2 grands partis sont très 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 puissants. Je vous garantis que si jamais il y a un parti qui, de manière, et que c'est prouvé, est en train de frauder, je vous dis la vérité, l'autre parti sera en branle. Et pas timidement, mais en branle, c'est-à-dire que l'autre parti utilisera toute sa puissance pour exposer les torts que l'autre parti a fait. Un exemple dans l'histoire, c'est le cas de Nixon. Nixon, qui était un républicain, a décidé qu'il allait espionner les démocrates. C'est ce qu'on appelle le Watergate. Quand l'histoire est sortie, mais toute la machine démocrate s'est mise en branle, à un tel point que Nixon a dû démissionner. Nixon a dû démissionner, parce qu'on était sur le point de le destituer. Voilà. Donc, je ne pense pas que l'Amérique veuille que son système électoral soit entaché d'erreurs ou de fraude. C'est pas dans leur avantage.
Le peuple américain veut avoir foi en leur système électoral. Donc, quand Donald Trump dit que on lui a volé la victoire, qu'on lui a volé cette élection, c'est très grave. Parce que le président des États-Unis en ce moment, c'est bel et bien Donald Trump. Ça veut donc dire que Donald Trump n'a pas su créer ou proposer ou établir des élections propices, transparentes et sans faute au peuple américain. Ça veut donc dire qu'il a failli. Ça veut donc dire qu'il a failli. Et moi, je pense que c'est très grave. Dans tous les pays du monde, généralement, les gens qui crient et qui disent qu'on a volé leur victoire, c'est l'opposition. Pourquoi c'est l'opposition? Parce que l'État contient, l'État maîtrise les institutions, l'État a le contrôle des institutions. C'est l'État qui organise les élections, même aux États-Unis. Donc, dire que quelqu'un qui a toutes les machines de l'État contrôle les élections, ce n'est pas sérieux. Maintenant, ce n'est pas sérieux. Bon, toujours est-il qu'il est important de savoir que dans les États-Unis, il y a des règles. Donc moi, je pense qu'au lieu que l'on s'excite, il est important de savoir que le 8 décembre, ben écoutez, les votes de tous les États vont être certifiés. Après, le 14 décembre, les grands électeurs vont entériner le choix du peuple américain. Vers le 25, vers fin décembre, le Congrès va aussi certifier, va approuver le vote et reconnaître le vote des Américains et du collège électoral. Et finalement, le 20 janvier, il y aura un nouveau président qui prêtera serment. Ce qui est sûr, c'est que à partir d'aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que tout le monde est d'accord, à l'exception de quelques personnes, que Joe Biden sera le président des États-Unis parce que l'élection américaine, il n'y a pas eu de fraude. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs de fraude, mais maintenant, des rumeurs de fraude, ce n'est pas suffisant. Il faut les preuves. Et il n'y a pas de preuves. Bon. En ce qui concerne le fait que Donald Trump est contre l'ordre mondial, je vous le concède. Mais l'ordre mondial n'a pas commencé que là maintenant en 2020. Ça fait depuis que le monde est monde, les gens essaient de contrôler le monde. J'aimerais pouvoir maintenant me pencher sur notre continent, l'Afrique. En effet, nous avons perdu un être très cher. Nous avons perdu un illustre personnage. Nous avons perdu un baobab en Afrique. Quand bien même il nous a devancés vers l'au-delà, je sais qu'il n'est pas présent avec nous physiquement en ce moment, mais je sais qu'il restera toujours présent dans nos pensées, dans nos cœurs. Je parle de Jerry Rawlings. En effet, voilà un homme d'État qui s'est imposé, qui n'a jamais accepté le statu quo et qui s'est battu pour les valeurs africaines, qui s'est battu pour faire de l'Afrique un continent non seulement prospère pour les Africains, mais un continent digne. Et je pense que beaucoup de nos chefs d'État doivent s'inspirer de cet être. Aujourd'hui, il nous a quittés. Il n'est plus présent avec nous physiquement. Cependant, il restera toujours présent dans nos cœurs et dans nos pensées. Parce qu'il a influencé l'Afrique. Ce que j'aime avec Rawlings, c'est qu'il disait que nous avons besoin en Afrique d'institutions fortes. Tellement fortes que quand bien même quelqu'un mal intentionné venait prendre les rênes du pays, il ne pourra jamais gouverner parce que les institutions sont fortes. Et j'ai aimé l'image qu'il a donnée, que même si le diable venait gouverner le pays, il ne le pourrait pas. Parce que nos institutions ou parce que les institutions sont fortes. Voilà qui est Jerry Rawlings. Et c'était un homme qui était non seulement simple, mais qui a compris qu'il y a une vie après la présidence. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'au Ghana, il y a eu plusieurs présidents qui ont été présidents et qui sont maintenant à la retraite. Et de les voir ensemble, de voir discuter ensemble, parler du Ghana, de pouvoir se balader dans les rues d'Accra ou dans les rues du Ghana sans pour autant être intimidé ou sans pour autant être perturbé ou avoir peur que quelqu'un leur fasse du mal. Voilà la simplicité de cet homme-là. Donc je veux tout simplement prier pour sa famille, prier pour ceux qui l'ont aimé, prier pour ceux qui ont le cœur meurtri, le cœur brisé, parce que cet illustre homme est parti, nous a quittés.
Je prie réellement que Dieu qui donne la paix, pas la paix que le monde donne, mais la paix que lui, il donne. Par conséquent, le monde ne veut pas nous ôter cette paix qui surpasse toute intelligence. Je prie que cette paix habite non seulement les membres de sa famille, mais toute sa nation et aussi tout notre continent. Je suis convaincu que Jerry Rawlings appartient maintenant aux âges. J'aimerais maintenant pouvoir conclure en parlant du Gabon. Il est important que nous rappelons ici que l'État gabonais est unique, que l'État gabonais est incompétent, que l'État gabonais aujourd'hui ne représente pas l'aspiration de tout un peuple. Et voilà pourquoi ils ne peuvent réussir. Car on ne peut réussir en mettant de côté la volonté de tout un peuple. J'aimerais souligner le fait que la vente d'humains est illégale dans le monde. C'est pas seulement au Gabon. À plus forte raison, la vente d'un enfant. Il est aberrant et il est impensable et il est inacceptable qu'au Gabon, au XXIe siècle, on trouve encore des gens qui vendent des enfants, qui vendent des humains. Je comprends que il y a des femmes, il y a des hommes qui ont besoin d'enfants et peut-être pour des raisons X ou Y, ils ne peuvent pas enfanter. Je pense qu'ils ont le droit de pouvoir adopter des enfants. Je pense que l'État gabonais, je pense que le Gabon on devrait s'organiser pour pouvoir donner l'opportunité à ces familles-là qui désirent d'avoir des enfants, de pouvoir obtenir des enfants de manière légale. Je pense aussi que les orphelinats que nous avons au Gabon doivent être mieux organisés parce qu'aujourd'hui, ces orphelinats, il y règne le chaos. C'est un vrai désordre. Pourquoi c'est un désordre? C'est un désordre parce que nos orphelinats, pour la plupart des enfants, ce sont des enfants qui sont handicapés, des enfants qui ont été rejetés par leur propre famille, des enfants qui ont été abandonnés à eux-mêmes, que bien entendu personne ne veut, parce que ce sont des enfants à difficulté. Mais il y a aussi des enfants qui sont normaux, mais des enfants qui sont récalcitrants. Ce sont ce qu'on appellerait des enfants turbulents, des enfants qui sont quand même, qui ont un certain âge. Donc je pense qu'il est important qu'au Gabon, on puisse créer une structure où, s'il y a des mamans ou s'il y a des personnes qui désirent ne pas élever des enfants, qui puissent donner ces enfants ou on puisse trouver un mécanisme où ces enfants puissent être récupérés et, bien entendu, placés dans des familles où ces enfants auront la possibilité de s'épanouir. Mais là encore, il faudrait tout un mécanisme parce qu'il faudrait surveiller que ces enfants ne sont pas abusés, ou il faudrait aussi surveiller que ces enfants ne terminent pas comme étant des comment dire ça, des victimes, ou que ces enfants ne deviennent pas des victimes des crimes rituels, mais que ces enfants puissent grandir dans les meilleures conditions possibles. Mais plus qu'on vit dans un pays où l'État ne se soucie plus, ou ne se soucie pas, ou ne s'est jamais soucié de son peuple, ça va être difficile. Donc je pense que c'est plutôt des Gabonais qui ont un peu de moyens et qui veulent aider, devraient penser à faire des orphelinats qui sont dignes de ce nom, qui pourraient donner la possibilité à certains Gabonais qui seraient nantis de pouvoir adopter des enfants et leur donner les meilleures chances possibles afin que ces enfants puissent s'épanouir. Comme dans tous les autres pays du monde, comme cela se passe dans tous les autres pays du monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre pays. Au revoir.